Tamba Morning News. L'armée française annonce avoir tué une femme dans la localité de Gossi. Célébration du Maouloud, la communauté Tejakante respecte une tradition ancestrale. À l'international, la pollution d'une centrale au charbon fait payer un lourd tribut à un village en Indonésie. Fidèles téléspectateurs, bienvenue au rendez-vous de l'information. Une femme a été tuée à Gossi, a annoncé un communiqué de l'armée française. Les faits se sont déroulés au sud de la route nationale 16 à l'est de Gossi, lundi 18 octobre 2021. Lors d'une mission de reconnaissance dans une zone boisée où la présence de groupes armés terroristes est avérée, un peloton de Barkhane qui accompagnait une unité malienne a détecté 2 individus à moto. À la vue des soldats, indique l'état-major des armées, les 2 suspects ont abandonné l'engin et ont pris la fuite. Un fusil d'assaut, des munitions, un sac militaire sont alors découverts près du véhicule. L'état-major ajoute qu'à 4 reprises, les soldats français ont procédé à des tirs de sommation jusqu'à ce que l'un des 2 individus soit dans leur ligne de mire. Ce dernier s'est alors vivement retrouvé, provoquant un tir de neutralisation. La personne décédée est une femme, précise le communiqué. Fidèles téléspectateurs, bienvenue au rendez-vous de l'information. Le 6e congrès du parti Adémon PASJ a pris fin ce lundi 18 octobre 2021 au Centre international de conférence de Bamako. L'objectif principal était de procéder au renouvellement du bureau du parti. Plus de détails sur cette rencontre avec Aminata Traoré et Moussa Tembini. Tous les 5 ans, les militants et sympathisants du parti de l'ADEMA PASJ procèdent au renouvellement du bureau national du parti. Le président sortant Tchemogo Sankare exprime sa gratitude à l'ensemble des membres du parti. Il s'est dit fier du combat qu'il a mené durant son mandat à la tête du parti. Je souhaite que nous élevions tous à la hauteur requise pour ne pas décevoir les espoirs qui sont placés à notre parti. Pour ma part, je quitte la direction du parti, la tête haute, car j'ai fait tout ce qui était à mon pouvoir en tant que président. Il y a certainement eu des insuffisances. Et en tant que premier responsable, j'en assume la responsabilité. Fraîchement élu avec 45 voix sur 54 votants, Mariman Tchadjara assurera la présidence du parti de l'Abeille pendant les 5 prochaines années. Nous allons donc remercier toutes les militantes et tous les militants qui nous ont fait l'insigne honneur de nous porter à ces responsabilités que nous connaissons lourdes, mais que nous connaissons aussi exaltantes pour l'histoire et pour notre patrie. Ce 6e congrès ordinaire du parti de l'ADEMA PASJ était placé sous les signes de l'hommage aux 2 grands membres du parti qui sont décédés. Il s'agit notamment de l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Dr Temouré Tchoulenta, et Lazare Tembili, ancien président de la jeunesse de l'ADEMA PASJ. Comme je vous le disais dans les titres, le Maouloud, c'est la commémoration de l'anniversaire de la naissance du prophète des musulmans, Mohamed, paix et salut sur lui. Un anniversaire célébré à Bamako par l'association des Tajakantes. Chaque année, la communauté se réunit dans la famille de feu Bakar Mokhtar à Amdalaï. L'ambiance de la soirée avec Aruna Saliakoni. La célébration du Maouloud en famille, une tradition séculaire une fois de plus respectée par la communauté tadjakante de Tombouctou. C'est une coutume qu'on a pris depuis très fort longtemps. On est en train de la pratiquer chez notre grand-père, Bakar Mokhtar. Chaque année, on tient ça et avec tous nos partenaires, Jakani, Ribi, toutes les autres communautés. C'est un héritage. C'est un héritage que nous tirons de nos aïeux. C'est des centaines et des centaines d'années
à Tombouctou, à Gao et dans beaucoup de villes du Mali. Mais pour ce qui concerne notre communauté, la communauté des Tejekan et des Tikna, les Tikna et les Tejekan sont des alliés d'origine généralement marocaine qui sont venus par la voie du commerce. Et ils ont constitué un groupe compact pour célébrer la naissance du prophète chaque année. Cette fête constitue des moments de retrouvailles au sein de la communauté. Elle consolide l'entente et la fraternité. C'est une communion de la communauté qui sert de liaison, de cohésion à notre sein, que ce soit les femmes, les enfants et puis les hommes. Et ça permet également que toutes les familles se retrouvent, se connaissent et ça donne envie et ça crée l'amour du prochain. Toute la communauté se retrouve pour faire les éloges, les panégyriques du prophète toute la nuit. Avant la veillée autour des éloges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, des plats copiés et traditionnels sont servis pour donner la force aux participants dans leurs prières. Voilà, c'est le michui que nous avons savouré. C'est aussi, si vous voulez, ce qu'on appelle le couché-couché, c'est-à-dire le boyau. Et mangé avec une sorte de pain qu'on appelle sinasal. Sinasal, c'est ce qu'on a mangé. Et après, on a mangé le michui. On a savouré les 3 verres de thé, comme pour dire que nous sommes en forme pour commencer les louanges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des moments uniques de prière et de partage autour des valeurs millénaires du riche patrimoine culturel de Tombouctou. Le gouvernement du Mali a décidé de négocier avec les groupes terroristes et c'est le Haut Conseil islamique du pays qui est chargé de mener les discussions avec Iyad Agali et Amadou Koufa. El Hadj Malik Guité pour les détails. Après les échecs de la méthode du bâton, les autorités de la transition du Mali ont décidé maintenant d'appliquer celle de la carotte, c'est-à-dire négocier avec Iyad Agali et Amadou Koufa, deux figures de proue du terrorisme au Mali. Et c'est le Haut Conseil islamique du pays qui a été désigné pour mener ces discussions avec en sa tête Moufa Aïdara, chargé des négociations au sein de cette organisation. Et pourtant, cette méthode avait été recommandée par les Maliens, notamment lors de la conférence d'entente nationale de 2017 et le dialogue national inclusif de 2019. Personne n'écarte aujourd'hui la nécessité de la réponse militaire, mais qui, comme les gens le disent, à elle seule est insuffisante. Donc doit être accompagnée d'autres solutions, notamment celle du dialogue. Donc, il ne s'agit pas d'opposer ou de remplacer la solution militaire par le dialogue, mais il s'agit d'envisager toutes les options possibles. Donc il faudrait négocier avec Iyad Agali qui détient le tract politique. Dans un deuxième temps, il faudrait aussi voir Koufa qui détient ce qu'on appelle le tract communautaire et social. Mais ce ne sont pas les seuls. Vous savez, ces gens sont organisés sur le terrain spatial, géographique et territorial. Alors, comment négocier avec des personnes qui ne girent souvent que par le fait quel sera le format utilisé et quelles sont les lignes rouges à ne pas franchir? Plusieurs interrogations auxquelles le citoyen lambda malien n'a pas encore de réponse en dépit de certaines suggestions émises par certains experts. Sur quoi ils s'appuient pour demander à ce que les conflits soient gérés par eux et que les gens sortent du système étatique? À ce titre, si nous comprenons, il faudrait d'abord que nos érudits, nos oulémas, nos marabouts discutent sur le terrain du Coran, le Coran et le Hadith. Quelle est la légitimité de ce dialogue? Au sein de la société civile malienne, les avis sont divergents par rapport à cette tentative de négociation. Il y a des endroits où il nous faut obligatoirement mener cette guerre totale. Parce qu'en face, il y a des gens souvent qui réfléchissent. Mais des fois, tu as des gens qui sont bloqués, qui sont carrés, qui n'entendent que la raison du plus fort. Donc là-bas, il faut utiliser les armes. Les droits fondamentaux des êtres humains doivent être garantis par l'État. Donc il faudrait qu'avant qu'on ne parte, qu'on puisse d'abord mettre les garde-fous par rapport aux principes.
qu'est-ce qu'on peut négocier et qu'est-ce qu'on ne peut pas négocier. Le Haut Conseil islamique du Mali avait déjà conclu cette année des accords avec des groupes djihadistes dans les cercles de Niono, permettant la libre circulation des personnes et leurs biens dans la localité, en contrepartie du port obligatoire du voile par les femmes. Depuis un certain temps, ces accords n'existent plus et le gouvernement du Mali a décidé de renouveler encore les négociations avec ces deux groupes, malgré la réticence de Paris et de certains partenaires internationaux face à cette méthode. Sur tout autre plan, la tenue des assises nationales dites de la refondation est toujours au cœur des polémiques alors qu'elles sont prévues pour fin octobre 2021. Toutefois, le décret portant nomination des membres du panel des dites assises est officiel depuis le 16 octobre. Les détails avec Aminata Chektal. Ils sont 18 hommes et femmes de divers domaines à apparaître sur ce décret du président de la République, le colonel Assimi Goïta. Tous chargés d'animer le panel des assises, avec comme président l'ancien ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Zeyni Moulay. Ces assises qui débuteront le 25 octobre dans toutes les communes du Mali se concluront le 21 novembre à Bamako. Parmi les panélistes, Madame Sanogo Aminata Malé, médiateur de la République, Monsieur Fousseini Togola, magistrat, des membres de la société civile, un représentant du Haut Conseil islamique, des enseignants à la retraite et des anciens ministres. Cependant, pour un dialogue qui se veut inclusif, des parties indispensables manquent à l'appel, notamment la classe politique, les hommes de médias et les professionnels de la santé. Selon les explications données jusqu'ici par le Premier ministre Shogel Kokala Maïga, les recommandations et conclusions issues des Assises nationales de la refondation devront avoir un caractère exécutoire et serviront de base pour les réformes constitutionnelles concernant la rélecture de la loi électorale, celle de loi portant sur la charte des partis politiques, l'élaboration de l'avant-projet de la Constitution et la tenue du référendum constitutionnel. Les autorités de la transition tiendront-ils des assises aussi importantes pour l'avenir du pays en l'absence de représentants des secteurs aussi primordiaux pour le développement du pays? Le temps nous le dira. Nous poursuivons avec notre série de reportages consacrés à Octobre Rose, le mois de la sensibilisation et du recueil de fonds pour la recherche sur le cancer du sein. Bien qu'elle ait une maladie grave, le cancer du sein n'est pas forcément fatal. En ce 19 octobre, justement consacré à la journée mondiale contre le cancer du sein, nous vous proposons cette histoire, le témoignage de Kumbaba, une survivante du cancer du sein. Un reportage signé Sokona Diakité et Adama Sanogo. Ce n'est pas évident, surtout quand on est dans une situation de couple et d'accepter de perdre un sein ou les deux seins. Donc on a vraiment besoin du soutien et de l'acceptation de nos partenaires de vie, de nos époux, de nos maris. C'est important, c'est à eux aussi de nous valoriser, de nous redonner confiance, de nous apprécier, de nous aimer comme tels. Elle est communicante sur les questions de genre et de développement. Elle est également initiatrice et animatrice d'une émission citoyenne dénommée Moussoya. Kumbaba, puisque c'est d'elle dont il s'agit, insiste avec une émotion palpable sur l'importance du soutien des proches face à la dure épreuve qu'est le cancer du sein. Elle explique justement son cas. Moi, j'ai la vie sauve à cause d'Octobre Rose. Parce qu'il y a de cela juste un an. Pour vous dire, la vie de quelqu'un peut vraiment vite basculer. C'est en octobre 2020, après avoir fini une émission sur le cancer, les cancers féminins, parce que le cancer du sein, que je me suis posé la question, toi-même tu es en train de lancer des messages, de parler, mais quand est-ce que tu as mis en pratique ce que toi-même tu viens de dire? Quand est-ce que c'était la dernière fois que tu t'es palpé? À partir de cet instant, Kumba décide d'adopter la méthode conseillée pour prévenir le cancer du sein. Donc me suis automatiquement déshabillée devant un miroir, donc je me suis palpée et j'ai constaté que mon sein droit avait une boule. Donc j'ai refait l'exercice et j'ai reconstaté la boule. Donc automatiquement j'ai appelé un médecin
avec lequel on venait de finir l'émission. Je me suis rhabillée, je suis allée voir le docteur et il a constaté que j'avais effectivement une boule dans le sang. Donc, il m'a prescrit une mammographie. Après ce rendez-vous médical, le diagnostic a révélé qu'elle est au niveau C4, une classification dans la mammographie qui indique qu'on est concerné par la maladie. Donc, après, quand même, le docteur a voulu qu'on fasse une biopsie, donc c'est-à-dire prendre des cultures même, des bouts de tumeur, l'envoyer au laboratoire pour voir vraiment la nature. Toujours pour se rassurer, elle n'a pas hésité à effectuer d'autres examens, notamment auprès d'une gynécologue en dehors du pays. Des examens qui l'ont conduit à l'ablation de son sein droit. Alors elle m'a prescrit 3 tests différents, j'ai fait les 3 tests et tous les 3 donnaient le même résultat, que vraiment c'était une tumeur et une tumeur assez dangereuse. Donc il y avait la probabilité que ce soit cancérigène était très très élevée. Donc on a dû alors l'enlever et quand on a fait les biopsies, on a vu que vraiment c'était un cancer de stage 2, donc qui avait déjà commencé à se propager. Et après on a dû faire l'ablation du sein droit, donc je n'ai plus mon sein droit. L'ablation du sein, une mesure pourtant pas évidente, mais préventive au dire de l'animatrice de l'émission Moussoya. En fait, pour le cancer, l'ablation du sein, même si ça semble être une mesure radicale, c'est radical. Mais c'est la première étape, parce que ce n'est pas tout le monde qui aura son sein coupé. Parce que si la maladie est propagée au-delà du sein, couper le sein ne sert plus à rien. Parce que ça va attaquer les poumons, ça va attaquer les intestins, c'est la métatase, donc le cancer est partout. On ne peut plus couper le sein. Donc couper le sein, c'est une méthode radicale qui permet de dérouter et de déraciner complètement la tumeur. Suite à cette expérience difficile à l'issue encourageante, Kumbaba invite ses sœurs, ses filles à s'auto-palper au moins une fois par mois. Au-delà de la cinquantaine, elle conseille aux femmes d'effectuer le dépistage du cancer du sein ainsi que la mammographie au moins chaque année. La prolongation de l'allaitement au sein, l'exercice physique régulier ou le fait de surveiller son poids constituent aussi des facteurs qui réduisent les risques de cancer du sein selon l'Organisation mondiale de la santé. L'image du jour nous conduit à la découverte de la forêt du Ouagadou. La forêt du Ouagadou est une zone située au Mali et frontalière de la Mauritanie. Elle s'étend sur 110 km. Sa largeur se situe entre 50 et 20 km selon les endroits. C'est une zone presque inhabitée, fréquentée par les bergers. Ce nom, forêt du Ouagadou, est une ancienne appellation en souvenir de l'Empire du Ghana ou Ouagadou qui occupait cette terre. Elle s'étend sur les communes de Djabali, Nampalari, Dogofri, cercle de Nyono, région de Ségou, et Kareri, cercle de Tenenkou, région de Mopti. Sa faune très riche a été décimée par les braconnages. Cependant, il existe quelques spécimens de biches de gazelle. Du fait de sa densité et de sa dimension, Ouagadou offre un refuge idéal pour les malfaiteurs échappant à la surveillance satellitaire et aux frappes aériennes des armées conventionnelles. C'est dans cette forêt que s'est tenue la bataille de Ouagadou le 24 juin 2011. Cette opération effectuée conjointement avec l'armée mauritanienne, les troupes maliennes avaient repris le contrôle de la forêt du Ouagadou à la frontière entre les deux pays après 3 semaines d'intenses combats. À l'époque, l'Al-Qaïda au Maghreb islamique venait d'établir une base. Le groupe terroriste comptait s'en servir comme point d'appui pour agir en Mauritanie. Aujourd'hui, la forêt de Ouagadou demeure le nid des terroristes de la Katiba de Massina. En décembre 2019, l'armée française a neutralisé une trentaine de djihadistes dans la même forêt. On se souvient encore de l'attaque du camp Fama de Sokolo où 20 militaires maliens étaient tués. Les djihadistes qui avaient perpétré s'étaient réfugiés dans la dite forêt. La page internationale à présent avec Aïssata Traoré.
Le marché de Goronyo, situé dans l'état de Sokoto, au nord-ouest du Nigeria, a été encore la cible d'une attaque d'hommes armés dans la nuit du dimanche. Pour la troisième fois en moins de mois, le jour du marché est endeuillé par une attaque ciblée qui a fait une quarantaine de morts. Il y a 10 jours, au moins 19 personnes ont été tuées dans l'attaque des marchés dans un autre village de Sokoto, dans le district de Sambon-Birni. C'est le porte-parole du gouvernement de Sokoto, Mohamed Bello, qui a annoncé l'attaque sanglante dans un communiqué publié lundi soir. 43 personnes ont été confirmées mortes à la suite de l'attaque par des bandits du village de Goronyo dans l'état de Sokoto. Les assaillants ont attaqué le marché du village de Goronyo. C'était le jour de marché et il y avait beaucoup de commerçants, a-t-il déclaré. Le nord-ouest et le centre du Nigeria sont depuis plusieurs années le théâtre de violences perpétrées par des groupes armés qui attaquent les villages, volent les bétails, pillent et kidnappent contre versement de rançon. Il s'agissait de représailles après qu'11 personnes aient été tuées plus tôt dans un marché d'un autre village voisin par un groupe d'autodéfense qui combat les groupes criminels. Les autorités de sécurité ont affirmé dans leur communiqué avoir demandé plus de ressources et le déploiement davantage de forces de sécurité pour faire face à cette menace. La centrale de charbon de Suralaya est l'une des plus grandes d'Asie du Sud-Est. Elle peut fournir plus de 14 millions de foyers en énergie par an. Mais la pollution a un impact sur la communauté locale. Dans un village à l'ombre de la centrale à charbon de Suralaya, en Indonésie, la poussière s'accumule souvent sur les maisons et les habitants se plaignent de maux divers. Il y avait beaucoup de vivanos, campèches et de mérous ici, entre autres. Mais maintenant, plus rien. C'est difficile de pêcher quoi que ce soit. Je ne sais pas où sont passés les poissons. C'était un des bons spots de pêche par le passé. Plus maintenant, puisque les débris de charbon recouvrent le fond marin. Face à la pollution de la centrale, les habitants n'ont pas d'autre choix que de s'adapter malgré les effets néfastes. S'ils ont de la toux ou des difficultés à respirer, ils reçoivent juste un traitement. L'Indonésie vise la neutralité du carbone en 2060. Elle veut aussi cesser de construire de nouvelles centrales à charbon dès 2023. Mais le projet d'expansion de Suralaya pour 3,5 milliards de dollars n'est pas remis en cause. L'Asie-Pacifique compte pour les 3/4 de la consommation mondiale de charbon. Tête rasée, tunique trop grande et regard de bête traquée, pour les toxicomanes raflés par les talibans sous un pont de Kaboul ou confiés par leur famille à un centre de réhabilitation, commencent les 45 jours de sévrage forcé. Leur planque est connue de tous. À Pulchukta, le pont sous lequel la ville recrache ses eaux usées, les toxicomanes de Kaboul vivent et meurent à l'abri des regards. Une présence intolérable pour la nouvelle police talibane qui multiplie les rafles. Au milieu d'un amoncellement de coussins, de couvertures, de sacs de sable et de seringues ou des pipes à crack. Je juge devant Dieu que je n'ai pas utilisé du cristal. Contrairement à ce que ces gens prétendent, qui disent m'avoir trouvé en train d'en prendre. Après les tirs de sommation, les toxicomanes sont amenés sans management au service de réhabilitation de l'hôpital Ibn Sina, installé dans une ancienne base militaire. Je consommais du cristal, grâce à Dieu, ça fait 1 mois que je suis sévré. Je suis content d'être à l'hôpital. Je suis satisfait des médecins ici. Ils nous donnent de la nourriture et de l'eau. Nous mangeons et nous dormons ici. Nous serons guéris après 45 jours par la volonté de Dieu et pourrons retourner dans nos maisons et à notre travail. Le séjour de réhabilitation dure 45 jours et ressemble plutôt à un sevrage. Le centre peut accueillir 1 million de patients dans un pays où environ 10% de la population est aux prises avec la drogue. Comme vous le savez, plus de 3,5 millions de personnes sont toxicomanes ici. Si les ONG nous aident ainsi comme l'Émirat, alors nous pourrons traiter plus de malades.
Avant de boucler ce journal, parlons art. Au Mali, les interpellations des artistes par la justice suite à leur production artistique deviennent de plus en plus récurrentes. Quelles en sont les causes? Que faut-il faire pour minimiser ces interpellations? Adama Traoré, le président de la Fédération des artistes du Mali, situe les responsabilités. Récit Youssouf Kone et Abdoulaye Koniba Konaté. Rien qu'en 2021, 3 jeunes artistes maliens ont fait l'objet d'une interpellation par la justice suite à leur production artistique. Des productions jugées incompatibles avec les valeurs de la société malienne, fortement dominées par la religion et les traditions. La dernière en date est l'affaire Faïza, dont le clip défraie la chronique depuis la semaine dernière. Avant Faïza, Iba Montana et Wizi Ozo ont connu le même sort. Ces interpellations, selon le président de la Fédération des artistes du Mali, FEDAMA, Adama Traoré, s'expliquent par la liberté de production des artistes aujourd'hui sous influence de la mondialisation. Maintenant, nous sommes dans une culture mondialisée où les références ont changé. Ce n'est pas le milieu qui détermine, on est dans une mondialisation. Et ces réseaux sociaux où aujourd'hui on n'a pas besoin, en d'autres temps, c'était la télévision nationale. Il fallait passer par ça pour être vu. Et c'était plus pour... Maintenant, on conçoit dans son studio, home studio, on fait des clips et puis on balance sur les chaînes. Pour le président de la FEDAMA, la seule solution pour minimiser ces interpellations des artistes est la création de réponses adaptées au contexte de culture populaire mondialisée. Si nous sommes dans un état où tous ces mécanismes-là d'aide à la création, il n'y en a pas, l'État n'a pas mis ça en place, qu'il n'y a pas d'espace pour la Fédération des artistes maintenant pour pouvoir provoquer une réunion, une conférence, faire venir des hommes de droit, avoir des débats avec des artistes, une éducation artistique. Bon, c'est clair que, alors dans un vide comme ça, les uns et les autres utilisent les arguments qu'ils peuvent pour avoir un peu plus de crédibilité, quitte à faire comme l'oracle, à brûler des temples pour se rendre célèbre. La liberté d'expression, même artistique, selon lui, a des limites. Il y a la liberté de création, la liberté artistique, la liberté de s'exprimer tout court. Mais par rapport à cette liberté de s'exprimer, il y a aussi des limites. Les libertés, ce n'est pas aussi l'anarchie. C'est dire aussi que nous avons des valeurs traditionnelles à nous ici et que même dans la mondialisation, qu'est-ce que nous devons sauvegarder? Qu'est-ce que nous devons développer? Le manque d'organisation et d'une équipe de management structurée pour accompagner les artistes n'est pas négligeable. Et aussi, par rapport au métier des artistes, ce qu'il faut déplorer, c'est qu'on n'a pas jusque-là la chaîne des métiers. Si ces artistes dont vous parlez, ils avaient des managers qui s'occupaient de leur plan de carrière, qui peuvent les conseiller, qui peuvent les dire « Ok, ce clip-là, ça peut te nuire, cette image-là peut te détruire, il faut travailler. » Non, ils doivent avoir aussi des conseillers qui sont des managers. Mais malheureusement, encore une fois, nous sommes dans un pays où la même personne est son producteur, est son arrangeur, est son diffuseur, est tout ce que vous voulez. Et à partir de là, il y a des choses qui vont nous échapper. Pour Adama Traoré, ce débat engage tout le monde, acteurs, justice et consommateurs. Fidèles téléspectateurs, c'est ce qui me fait à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne journée à toutes et à tous. Joliba Morning News.